Victor Hugo. Rien que le nom, ça sonne comme une époque entière. On pense poète, romancier, dramaturge, homme politique. Mais comment est-ce qu'un seul homme a pu être à ce point le cœur battant du 19e siècle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour bien mesurer la taille du personnage, le mieux c'est encore de commencer par la fin. Le 1er juin 1885. Ce jour-là, à Paris, plus de 2 millions de personnes sont dans la rue pour ses funérailles. 2 millions! C'est un hommage national absolument gigantesque. Pas pour un roi, non, pour un écrivain. Ça vous donne une petite idée de l'empreinte qu'il a laissée. Et le plus fou, c'est que la meilleure définition de Victor Hugo, c'est Victor Hugo lui-même qui l'a donnée. En parlant de Shakespeare un jour, il a inventé cette formule géniale, les hommes océans, pour décrire ces esprits tellement vastes, tellement profonds, qu'on a l'impression de s'y perdre. Évidemment, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il venait de faire son propre portrait. Alors, prêt à plonger dans cet océan, on va suivre les 5 grands actes de sa vie, une véritable épopée. De sa jeunesse complètement dévorée par l'ambition, jusqu'à son statut final de conscience de toute une nation. C'est parti. Premier acte. La vie de Hugo, qui s'étend de 1802 à 1885, colle parfaitement au soubresaut d'un siècle de folie. Chute de Napoléon, retour des rois, des révolutions, des nouvelles républiques. Il n'a pas été un simple spectateur de son temps. Non, il l'a pétri, il l'a façonné, en a été un acteur central. Et tout commence très très tôt. Sa précocité est juste foudroyante. À 14 ans, attention, il ne rêve pas. Non, il décrète. Cette phrase « Je veux être Chateaubriand ou rien », ce n'est pas juste un caprice d'ado, c'est une déclaration de guerre, c'est le programme d'une vie. Et ça marche. Les premiers succès poétiques arrivent vite, ce qui lui permet d'épouser son amour d'enfance, Adèle. La scène est prête, la conquête de Paris peut commencer. Et cette conquête, elle commence par le monde des arts, parce que Hugo, il ne se contente pas d'écrire dans son coin, pas du tout. Il prend la tête d'une véritable armée de jeunes artistes, bien décidés à faire sauter tous les vieux codes. C'est le début du romantisme. Le point de rupture, c'est un texte, la préface de sa pièce Cromwell. C'est un manifeste, une bombe. Dedans, il réclame la liberté totale pour l'artiste, le droit de tout mélanger, le sublime et le grotesque, les larmes et le rire, le beau et le laid. Bref, il veut mettre la vraie vie, avec tout son chaos et sa complexité, sur une scène de théâtre. Et cette révolution, croyez-moi, elle ne s'est pas faite dans le calme. La première de sa pièce Hernani, en 1830, est entrée dans la légende. Ce n'était pas du théâtre, c'était une bagarre générale dans la salle. D'un côté, les défenseurs du vieux théâtre classique, de l'autre, la jeunesse romantique déchaînée. Ce soir-là, le romantisme a gagné, par chaos. Et à partir de là, il est inarrêtable. Il enchaîne les chefs-d'œuvre et devient une superstar dans toute l'Europe. Avec Notre-Dame de Paris, il fait bien plus qu'écrire une histoire. Il ressuscite une cathédrale, il redonne vie à tout un quartier du Moyen-Âge. Et surtout, il crée des mythes éternels. Quasimodo, Esmeralda. Le roman devient une arme, une force politique. Mais voilà, alors qu'il est au sommet de sa gloire, sa vie va basculer. Une tragédie personnelle, terrible, va forger l'homme politique que l'on connaît. L'écrivain va se muer en prophète. C'est vraiment le grand tournant de sa vie. 1843, c'est son Danus Horribilis. D'abord, un échec cuisant au théâtre. Et puis, quelques mois après, l'impensable, l'horreur absolue, sa fille chérie, Léopoldine, se noie dans la Seine. Il a le cœur pulvérisé. Le chagrin est si grand qu'il n'écrira plus une ligne de poésie pendant presque 10 ans. C'est ce silence, ce gouffre immense en lui, qui va le pousser de toutes ses forces vers l'arène politique. Son parcours politique est assez fascinant. Au début, il est plutôt conservateur, proche du roi. Mais petit à petit, il glisse. Il voit la misère autour de lui. Et ça le change. Il devient un républicain acharné. Le moment clé, c'est son fameux discours sur la misère en 1849. Il monte à la tribune et là, il hurle la souffrance du peuple à la figure des députés. L'artiste est devenu la voix des sans-voix. Forcément, une voix aussi puissante, ça dérange. Ça va même lui coûter très cher. Chassé de France, Hugo va devenir la conscience de la nation, mais depuis l'étranger. Loin de le faire taire, l'exil va en fait démultiplier la puissance de sa parole. 19. C'est le nombre d'années qu'il va passer loin de son pays. 19 ans. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, fait un coup d'État. Hugo le méprise, il le surnomme Napoléon le Petit. Ça ne plaît pas du tout évidemment, et il devient l'ennemi public numéro 1. Il est obligé de fuir pour ne pas être arrêté. Son périple l'emmène d'abord à Bruxelles, puis sur les petites îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey. Et c'est là, depuis son rocher battu par les vents, le regard tourné vers la France qui ne peut plus voir, qu'il va mener une guerre sans merci.
Son arme, ce ne sont pas les fusils, ce sont les mots. Et cette période d'exil va devenir l'une des plus créatives de sa vie. Il dégaine d'abord Les Châtiments. C'est un recueil de poèmes d'une violence verbale incroyable. Chaque vers est une flèche empoisonnée contre l'empereur. Le livre est interdit en France, mais il circule sous le manteau et devient l'arme secrète de toute l'opposition. Après la colère vient le temps de l'introspection. Il replonge dans sa douleur la plus profonde, la mort de sa fille, pour en faire une œuvre d'art universelle. Les Contemplations, c'est un monument de la poésie. Il part de son drame personnel pour raconter le voyage de l'âme humaine face à la perte, et ça parle à tout le monde. Et enfin, l'œuvre de toute une vie, Les Misérables. Un roman monde, une fresque immense sur l'injustice sociale. Dès sa sortie, le succès est planétaire. C'est un véritable raz-de-marée. De Paris à New York, tout le monde s'arrache l'histoire de Jean Valjean, Fantine, Cosette et Gavroche. Ils deviennent les symboles mondiaux de la lutte pour la dignité. Et puis, il y a cette phrase qui va forger sa légende. En 1859, l'empereur, pour se donner le beau rôle, propose une amnistie aux exilés politiques. Et Hugo, que fait-il? Il refuse. Il déclare qu'il ne rentrera que quand la liberté elle-même sera de retour en France. D'un coup, son exil n'est plus une punition qu'il subit, c'est un acte de résistance qu'il choisit. Un coup de maître. Et la liberté a fini par rentrer. On arrive au dernier acte de la vie d'Hugo, son retour triomphal et sa transformation en une sorte de monument national vivant. En 1870, l'Empire s'effondre. La République est proclamée. Hugo peut enfin rentrer. Son retour à Paris est triomphal. La foule est en délire. Il n'est plus seulement un grand poète, il est une légende vivante. On l'appelle le grand-père de la République. Il sera même élu sénateur, devenant le gardien moral de la nation. Il s'éteint le 22 mai 1885. La légende raconte que ses derniers mots ont été aussi poétiques et mystérieux que son œuvre « Je vois de la lumière noire ». Le grand combat entre l'ombre et la lumière qui a hanté toute son œuvre trouve ici sa conclusion. Son héritage est absolument vertigineux, de son combat contre la peine de mort à son idée folle pour l'époque des États-Unis d'Europe. La question qu'on peut se poser, c'est, aujourd'hui, alors qu'on a nos propres combats à mener contre l'injustice, est-ce que la lumière de cet homme océan, parfois noire, mais si souvent éblouissante, a encore quelque chose à nous apprendre ?